Découverte d'un corps sans vie à la SICAP Foire ce matin, selon des témoins qui parlent de non-assistance à personne en danger. L'homme répondant au nom de Yaya Diallo vivait un vrai drame social. Actualité culturelle, festival à Sahel ouvert de Mboumba dans le Fouta. Le spectacle sera marqué par la prestation de Youssou N'Dour et son orchestre, le Super Étoile. 2013, année Césaire, la francophonie rend hommage au poète et homme politique martiniquais à l'occasion du centenaire de sa naissance. Dakar va abriter le mois prochain un colloque international sur Aimé Césaire. Hamidou Sall, conseiller du secrétaire général de l'OIF, sera notre invité. Bienvenue, cette fois-ci ça se passe bien chez nous. Une alerte à la bombe à Dakar. La rumeur d'une menace d'attentat a circulé avec insistance ce vendredi matin dans la capitale sénégalaise. Tout est parti d'un communiqué publié par l'ambassade des États-Unis à Dakar demandant à ses ressortissants d'éviter le centre-ville. Une menace prise au sérieux par les autorités sénégalaises, comme en témoigne le déploiement immédiat des différents corps de la police et de la gendarmerie. Constat avec nos reporters Chérif Dia et Alioune Diagne. Menace d'attentat à la bombe ou simple fausse alerte, quoi qu'il en soit, les autorités en charge de la sécurité publique ont pris au sérieux cette affaire qui secoue le centre-ville de Dakar. En témoigne cet impressionnant dispositif sécuritaire déployé de la place Washington à la cathédrale de Dakar en passant par les locaux de l'ancienne ambassade des États-Unis et d'autres édifices qui longent l'avenue Léopold Sédar Senghor. Selon une source policière, le ou les auteurs de cette menace à la bombe auraient ciblé cette zone très stratégique fréquentée par les Dakarois, surtout en cette veille de week-end. Le personnel de la direction générale de la Sonatel a fait les frais de cette alerte, car ordre leur a été donné d'évacuer l'immeuble qui a fermé ses portes avant même midi. Pendant ce temps, les éléments de la BIP, brigade d'intervention polyvalente, dirigée par le commandant Monserigne Faye, ont cerné la zone. Ils ont été rejoints par leurs collègues de la division des investigations criminelles. Les agents des renseignements généraux en civil étaient également de la partie. Les fidèles catholiques sortis de la cathédrale après le chemin de croix n'étaient au courant de rien. Mesures strictes de sécurité également dans le voisinage de la toute nouvelle ambassade américaine au quartier des Almadies. L'école internationale bilingue située en face des locaux de la représentation diplomatique a été évacuée aussitôt. Le reportage de Dissa Prera Colossissé. Une alerte à la bombe, donc je suis venu prendre ma fille. Ses parents d'élèves sont venus d'Ardar chercher leurs enfants à la suite de l'appel des responsables de l'établissement. L'école leur donne l'information selon laquelle il y aurait un attentat à la bombe. Il y avait une alerte à la bombe, donc je suis venu prendre ma fille, exactement, voilà, c'est juste ça. Mais normalement, les vendredis, elle descend à 16h, je pense, le vendredi, exactement. Elle descend en général à 16h, mais aujourd'hui, on m'a appelé exceptionnellement pour me dire de venir la chercher. Voilà, c'est ça. Ah oui, ça fait un peu peur quand même tout ça, parce que c'est pas seulement elle, on nous a appelé pour sa petite sœur aussi qui est à Jeanne d'Arc. Donc il faut la gérer elle aux Almadies, sa petite sœur qui est à Jeanne d'Arc, donc c'est un peu compliqué quand même. Hein. Espérons que tout se passe bien, hein, voilà, que ce soit juste une fausse alerte quand même. Hein. C'est un parent d'élève qui m'a téléphoné pour me demander où était sa fille parce que je suis leur chauffeur. C'est alors qu'il m'a annoncé qu'une alerte à la bombe a été lancée. Par la suite, je me suis renseigné, j'ai appelé l'école, ça sonnait occupé. C'est en route que l'école m'a rappelé pour me demander de venir rapidement. La directrice de l'école qui fait face à l'ambassade des États-Unis, très soucieuse, organise les élèves pour leur sécurité. Eh bien parce que nos ambassades, parce que j'ai 2 ou 3 Américains qui travaillent ici, et comme les ambassades ont prévenu qu'il y avait des risques de troubles, alors on a fait sortir les élèves, nous avions appelé les parents pour ne pas... on ne sait pas, enfin je veux dire, on nous a juste appelé parce qu'il y avait des... on nous a juste laissé un message qui disait que
qu'il y avait une menace de quelque chose. Je ne sais pas. Ah, je ne peux pas dire parce que je ne sais pas. Malgré cette forte inquiétude, c'est le calme total aux alentours des locaux de la représentation diplomatique américaine. Personne n'a souhaité s'exprimer sur la question. Au bout de quelques heures, la levée de l'alerte est annoncée. Barkaba, bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. Faut-il prendre au sérieux cette menace terroriste? Hélas, oui, Mamoudou Ibrakan, parce que tout simplement, d'abord, même si on peut soupçonner les Américains de paranoïa sécuritaire, ce n'est pas des plaisantins. Quand les services américains demandent à leurs ressortissants d'évacuer le centre-ville, c'est parce qu'ils ont dû recevoir des informations très alarmantes par rapport à la sécurité de leurs ressortissants. Vous savez que ce n'est pas un secret de polichinelle. Voilà, de dire que les services américains ne font pas que de la diplomatie, ils font aussi du renseignement, ce qui est le cas de toutes les ambassades normales. Et ils peuvent avoir leurs canaux d'information qui leur sont propres en corrélation avec d'autres services de sécurité occidentaux, parce que les Américains ne sont pas les seuls à être dans cette hantise sécuritaire. Il y a d'autres pays occidentaux qui ont en douce demander à leurs ressortissants, par exemple, d'éviter de se déplacer à l'intérieur de certaines régions du Sénégal. Donc la menace, elle est diffuse, elle est là, mais elle se précise de plus en plus. Et y a-t-il un lien possible entre ce à quoi on a assisté aujourd'hui et l'engagement des soldats sénégalais dans la guerre contre les djihadistes au nord Mali? On peut répondre à la fois oui et non. Oui, si on s'en réfère à Mankeur Ndiaye, qui est le chef de la diplomatie sénégalaise, donc qui est un diplomate chevronné et qui, je pense, ne parle pas par hasard, qui lui-même a eu à dire publiquement que le Sénégal abrite des cellules dormantes. Les cellules dormantes, c'est les terroristes qui sont là parmi nous et qui attendent l'occasion favorable pour passer à l'action. Non, dans la mesure où aussi des gens qui ne sont pas forcément connectés avec les Maliens, mais qui ont envie de faire un coup d'éclat, qui ont envie de se faire de la publicité, ou bien qui sont des franchises, ce qu'on appelle des franchises de Al-Qaïda ou bien d'autres groupes terroristes, ont envie de peut-être de faire dans le spectaculaire et d'avoir une identité, peuvent être tentés par eux-mêmes sans recevoir l'ordre de faire un coup d'éclat. Le directeur de l'information de TFM, Barkaba, merci. Une autre actualité, un rebondissement dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le procureur de la République demande que le maire socialiste Barthélémy Diaz, considéré comme le principal suspect, soit jugé par la cour d'assises de Dakar pour homicide volontaire. Il s'agit du dossier relatif à la mort du nervi Ndiaga Diouf lors de la célèbre fusillade de Mermoz Sacré-Cœur en décembre 2011. Barthélémy Diaz, devenu député, par la suite se réjouit de cette décision du procureur. Toutefois, il estime qu'il ne peut y avoir de jugement sans la présence de l'ancien chef d'État, Maître Abdoulaye Wade. Barthélémy Diaz au micro de RFM. Je rends grâce à Dieu encore une fois et me félicite de la position du procureur. Si le doyen des juges d'instruction suit cette position, on aura un procès. Je m'en réjouis, car le procès permettra de révéler la vérité, de savoir qui est qui et qui a fait quoi. C'est important. Mais je le dis haut et fort, aucun procès ne se tiendra en l'absence de Abdoulaye Wade. Et puis, parler de mon immunité parlementaire, c'est un faux argument. S'il faut lever mon immunité, je n'y trouve aucun problème. Quitte à faire la demande personnellement auprès de mes collègues. Je pourrai ainsi me présenter devant le juge et tout le monde sera édifié sur le dossier Barthélémy Diaz. La demande du procureur de la République de renvoyer Barthélémy Diaz devant la cour d'assises est bien accueillie par la famille de Ndiaga Diouf. Fatou Dieng et Alioune Diagne se sont rendus à Cité Barak. Reportage. La nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme ici à Cité Barak, quartier de Ndiaga Diouf. Barthélémy Diaz devant la cour d'assises. Une demande du procureur. Nous accueillons ça avec satisfaction parce que nous sommes des citoyens sénégalais et nous avons porté plainte. Nous avons fait notre devoir de citoyen. Quand on a tué notre fils, nous avons porté plainte et nous avons laissé la justice faire son travail et nous attendons jusqu'à présent que justice soit faite. Le procureur a pris la décision de le traduire en cour d'assises. Bon, nous ne faisons que nous en féliciter parce que nous sommes des citoyens. Même
notre situation peut-être financière, mais nous sommes des citoyens et le Sénégal est un pays de droit et un modèle de démocratie à travers l'Afrique et à travers le monde. Pour les proches de Ndiaga Diouf, le député maire socialiste a tiré sur leur enfant. Ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que mon fils a été assassiné. La justice va faire son travail. C'est Barthélemy lui-même qui a dit qu'il a tué. Il a proclamé haut et fort. Il a dit qu'il a tiré sur 3 personnes, qu'il en a tué une et les 2 autres. Si on veut les voir, on n'a qu'à aller dans les hôpitaux. L'oncle et le père du défunt lutteur gardent un souvenir amer des événements de 2011. Toutefois, ils disent avoir confiance en la justice de leur pays. Nous sommes patients, nous attendons toujours. Depuis le début, nous disons toujours que nous avons confiance en cette justice du pays et nous attendons que justice soit faite. La balle est désormais dans le camp du magistrat instructeur qui va prendre une ordonnance de clôture. Ndiaga Diouf a été tué le 22 décembre 2011 lors de l'attaque de la mairie de Sicap Mermoz Sacré-Cœur par une bande d'assaillants. Affaire à suivre, comme on dit. Plus qu'une découverte macabre qu'évoque souvent la presse dans la rubrique Faits divers, c'est un vrai drame social. Le corps inerte de Yaya Diallo a été trouvé dans la matinée, gisant au sol devant des maisons en chantier à la Sicap Foire. L'homme avait par devers lui des ordonnances. Les premiers témoignages recueillis parlent de non-assistance à personne en danger. Maïmouna Ndiaye sur les images du caméraman Yaya Diallo. Le corps sans vie de cet homme est découvert ce matin. Nous sommes à Sicap Foire. Ici, les commentaires vont bon train. Je l'ai transporté hier soir dans mon taxi. D'ailleurs, c'est un de ses parents qui a payé le taxi avant notre départ à Grand Yoff, près de la mairie. Il me racontait qu'il était chauffeur de taxi. Mais actuellement, je pense qu'il vend des fruits à Grand Yoff. Et déjà en route, il me disait qu'il était très épuisé. Je l'ai aperçu hier, il était couché au même endroit, je lui ai parlé, mais il n'a pipé mot. Ce matin aussi, vers 10h30, il était toujours là. Dans ce quartier de Dakar où le corps a été retrouvé, on parle de non-assistance à personne en danger. Jusqu'à 11h, il n'était pas mort. On a alerté les sapeurs-pompiers à plusieurs reprises. Ils nous ont demandé d'attendre à chaque coup de fil, expliquant qu'ils étaient trop pris. Par la suite, je lui ai donné du lait, il l'a bu. Et après quelques temps, il est décédé, mais je peux dire qu'il est mort de faim. Nous avons informé ses parents, ils sont déjà en route. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'est pas assisté parce qu'il avait des ordonnances par devers lui. Nous-mêmes, nous avons essayé de l'aider dans le quartier, mais sans suite, il est mort par négligence. Mamadou Yaya Diallo était âgé de 46 ans. Son corps est évacué à la morgue par les sapeurs-pompiers pour les besoins d'une autopsie. Enseignement supérieur, bientôt le bout du tunnel pour les bacheliers non orientés. Ils seront absorbés par les établissements privés d'enseignement supérieur homologués par le CAMES. 11 000 places pour un coût évalué entre 5 et 7 milliards de nos francs. L'idée évoquée jeudi en Conseil des ministres par le président Macky Sall a été confirmée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Un extrait de sa conférence de presse de ce matin. L'année universitaire 2011-2012, des milliers de bacheliers n'ont pu accéder à l'enseignement supérieur. La réaction des pouvoirs publics a été tardive et surtout la construction des infrastructures qui démarra en 2006 a été faite sans aucun respect des normes. Ainsi a-t-il été accepté que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fasse appel aux établissements privés d'enseignement supérieur pour accueillir cette année, exceptionnellement,
sous certaines conditions, les nouveaux bacheliers non orientés. Les établissements privés d'enseignement supérieur offrant des filières dont les diplômes sont reconnus par le CAMES seront identifiés en vue d'y insérer les nouveaux bacheliers non orientés en tenant compte bien sûr de certaines conditionnalités. Mais nous avons une fourchette maximale. La fourchette maximale, c'est 5 milliards. Et avec les équilibres internes, en réalité, l'État devra rajouter simplement autour de 2 milliards. Et puis les nouveaux habits de la diplomatie sénégalaise. Une rencontre est organisée autour de la nouvelle orientation de notre politique étrangère. Maître mot, la diplomatie géographique. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Pape Omar Ndiaye. Si le programme du chef de l'État, c'est la façon de faire, chaque ministère doit avoir sa propre façon d'agir pour participer à la réalisation du programme du chef de l'État. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir sur les grands axes de la politique étrangère du Sénégal, afin d'élaborer un document d'orientation de notre diplomatie que nous allons soumettre aux plus hautes autorités, le Premier ministre et le Président de la République. Oui, par exemple, nous pouvons parler d'une diplomatie de notre voisinage, diplomatie de notre géographie. Nous devons renforcer les liens de bon voisinage qui existent avec chacun des pays qui nous entourent. Comme autre axe, par exemple, je pourrais citer notre contribution à la paix et à la sécurité internationale. Je pourrais parler de l'influence au niveau des institutions africaines et internationales. Je pourrais parler également, j'en ai parlé tout à l'heure, de la diaspora, de sa prise en compte, de mettre notre diplomatie au service du développement économique du Sénégal. Autant d'axes qui ont été définis par le chef de l'État dans son programme. Mbumba ne dort pas ou ne dort plus depuis qui est annoncé le concert de Youssou N'Dour et son groupe, le Super Étoile. C'est demain dans le cadre de la 2e édition du festival à Sahel ouvert qui verra la participation d'un autre grand artiste, Ismaël Lo. Mbumba plutôt, commune rurale à 550 km de Dakar, vit déjà au rythme du festival dans nos prochaines éditions. Nos envoyés spéciaux Awa Signaté, Mor Kharma et Djibi Laye Diop. Tu connais Mbumba? C'est dans le Fouta. Exactement. Bonsoir, Mame Fatou Ndoye. On parle de sport, affaire Oscar Pistorius, l'athlète paralympique sud-africain, libéré sous caution ce vendredi. Tout à fait, on sait qu'il est soupçonné et suspecté d'avoir assassiné sa petite amie dans la nuit du 13 au 14 février dernier. Il vient donc de bénéficier d'une libération sous caution, caution fixée à 86 000 €. Oscar Pistorius est tout de même contraint de rester sur le territoire sud-africain, de ne pas approcher les témoins, de ne pas posséder d'armes et surtout de ne pas retourner chez lui en attendant l'ouverture du procès. Dans cette affaire, la défense plaide pour l'accident alors que le parquet évoque un meurtre avec préméditation. Association internationale de la presse sportive, divergence autour de la présidence. Les membres de l'association veulent voir le Maroc passer le témoin, mais le royaume chérifien qui occupe la présidence depuis une décennie veut continuer. L'association internationale de la presse sportive, composée de 20 pays, est en conclave à Dakar depuis hier. Le point avec Chertidiane Diao. Le vent de l'alternance doit souffler au sein de l'AIPS Afrique. Des membres de l'Association internationale de la presse sportive militent pour le changement afin de donner un nouveau souffle à l'organisation. Le président était marocain. Et le Maroc qui revient pour dire nous voulons encore la présidence. Non, il faut savoir s'arrêter. Ils n'ont rien fait pendant les 2 mandats qui viennent de s'achever. Il faut d'autres maintenant pour révolutionnariser les choses. Et eux, ils ne veulent pas. Mais nous, nous disons, écoutez, le Maroc n'a qu'à passer à côté. Le Maroc qui assure la présidence depuis une décennie pense qu'il est encore en mesure de poursuivre l'aventure vu les échéances qui s'annoncent au royaume chérifien. Le Maroc s'apprête à abriter des manifestations d'ordre continental et international avec la Coupe du Monde des clubs à 2 reprises, 2013, 2014, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe des moins de 17 ans. Donc il y a énormément d'activités
sportives d'envergure qui vont permettre à l'association, à l'AIPS, de rester justement accolée à ces manifestations pour se mettre en évidence. Ça aurait été le cas, par exemple, ça aurait été un autre pays qui organiserait ces manifestations-là. Je serais le premier à encourager le représentant de ce pays pour prendre la présidence, bien sûr, de cette association. D'autres pays, notamment de l'Afrique du Sud du Sahara, sont outillés pour accueillir la présidence de l'AIPS. Nous avons vu certains à l'œuvre. Par exemple, la tenue du congrès ici à Dakar. Il y a l'association l'ANPS du Sénégal de monsieur Koumé que je tiens personnellement à remercier. Ils ont fait tout pour que ça soit une réussite totale. Le secrétaire général par intérim, M. Gustave, depuis le Cameroun, qui a tout coordonné, mail, nuit, jour. On sent qu'ils font ça parce qu'ils aiment et ils veulent que ça évolue. Alors, si je pense à ces messieurs-là, par rapport à ce qu'ils ont fait déjà comme acquis, et on peut dire, nous on ne peut qu'encourager ces personnes. Et si on doit aujourd'hui décider d'élire des gens ou bien de proposer des gens pour qu'ils nous représentent, avec lesquels on peut travailler, je crois que sans hésiter, il y a ces personnes-là. L'AIPS Afrique en conclave à Dakar préconise le consensus pour l'élection d'un nouveau président et l'harmonisation de ces textes avant le congrès de Sochi en avril prochain en Russie. Sénégal-Angola-Conakry, au mois de mars en éliminatoire du mondial de football 2014, le stade du 28 septembre fermé pour la régénération de la pelouse. Et ce sera à partir de ce dimanche, c'est ce qu'a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, à l'occasion justement de ce congrès de l'AIPS. Et d'ailleurs, une délégation sénégalaise devra séjourner à Dakar, à Conakry plutôt, pendant 15 jours pour préparer ce match. Nous écoutons Augustin Senghor au micro de Cher Sadibou Diarra. Confiance totale aussi à nos homologues guinéens qui nous ont certifié que, et d'ailleurs je pense que c'est une mesure qui est en train d'être mise en application, qu'ils vont fermer le stade plusieurs semaines avant pour pouvoir réfectionner le gazon, en fait l'améliorer parce que pas plus tard que ce week-end les gens ont joué là-bas et que ça s'est bien passé semble-t-il en Coupe d'Afrique des clubs. Donc autant de facteurs qui font qu'il n'y a pas à, je pense, s'inquiéter outre mesure sur l'état de la pelouse. De toute manière, je pense qu'en Afrique, on ne peut pas trouver des pelouses parfaites. Voilà, Augustin Senghor. Et nous parlons à présent du programme de la 7e journée de Ligue 1. Ce samedi au stade Demba Diop, le Dakar University Club accueille l'US Ouakam à 16h, 18h. US Gorée qui ont des coups avec le leader Diambar. Et au stade Alassane Guigo, l'AS Pikine 6e au classement affronte l'AS Douane. Harry Chartol assure affronte Port. Cette journée se poursuit dimanche avec 2 chocs à suivre. Niaritali Linger et donc Niaritali Diaraf et Linger Casasport. Pour terminer cette page sport, le groupe Tandian offre des jeux de maillot accompagnés d'une enveloppe financière à l'équipe de BOP. La cérémonie s'est déroulée ce matin au stadium Marius Ndiaye. Baba Tandian, président du groupe, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de basketball, et ici au micro de Yaya Diallo. De date fort longtemps, de plus d'1 an d'ailleurs. Bon, je pense que le moment était venu de leur offrir ces maillots. Et ça a été décidé en conseil d'administration chez moi depuis plus de 2 mois. Donc, et ces maillots étaient en fabrication. Donc aujourd'hui, nous avons remis officiellement ces maillots donc, au demandeur qui est le secrétaire général Papa Diouf, ainsi que les dirigeants de BOP. Donc ceci accompagné d'un chèque pour aider un peu le club de BOP. Mais je voudrais surtout rappeler vos auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, si BOP était un gâteau, j'aurais droit à une tranche. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été formé à BOP. Donc tout ce que je sais dans le basket, puisque j'ai été professionnel pendant 13 ans, si je suis professionnel pendant 13 ans, je le dois un peu à BOP. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive, Mahmoud. Merci, Mme Fatou Ndoye, et bon week-end sportif. Merci, vous aussi. Il est né en 1913. Aimé Césaire aurait eu 100 ans
Il y a quelques années, la francophonie avait initié une année Senghor à l'occasion du centenaire de sa naissance. L'année dernière, c'était Damas et cette année, c'est le tour de Césaire. 3 illustres figures, 3 poètes, 3 hommes politiques. Ils étaient aussi les pères de la négritude. Hamidou Sall, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes à la fois ami de Léopold Sédar Senghor et d'Aimé Césaire, en plus d'être le conseiller du secrétaire général de l'OIF, le président Abdou Diouf. Pourquoi Dakar pour rendre hommage à Césaire et pas ailleurs? Lieu ne pouvait être mieux choisi que le Sénégal pour honorer ce digne fils de l'Afrique, parce qu'Aimé Césaire est certes martiniquais, mais son origine est africaine. Il se trouve aussi que les circonstances de la vie fait que c'est dans les hauts lieux de savoir français, notamment le lycée Louis-le-Grand, qu'il rencontra Léopold Sédar Senghor, auquel il fut lié d'amitié, une amitié admirable dans son sens, dans sa durée, puisqu'ils furent amis pendant plus de 75 années. Donc j'ai pensé, nous avons pensé qu'il était vraiment normal que nous nous acquittions de cette dette d'honneur vis-à-vis de cet homme qui, quelque part, a capitalisé la souffrance du peuple noir, cet homme qui s'est mobilisé pour la défense et l'illustration de la négritude, cet homme qui a épousé toutes les causes de l'Afrique et accompagné aussi notre continent dans tous ses combats. Et Césaire a vécu 95 ans, tout comme Senghor. Tout comme Senghor. Ça aussi, c'est les clins d'œil du destin. Ils ont vécu 95 ans tous les deux, et il était donc pour nous normal que nous de saluer la traversée glorieuse de cet homme qui est un homme d'engagement, un homme de fidélité et un homme d'enracinement. Parce que bon, il était très attaché à sa terre martiniquaise, mais il était également très attaché à cette terre africaine qu'il a portée au plus profond de lui. Et puis la rencontre de Dakar qui s'ouvre sur une soirée de gala avec la tragédie du roi Christophe se prolongera par un colloque dont le titre est Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays ancestral, dont l'ouverture sera présidée par le président Macky Sall, une allusion nette au cahier d'un retour au pays natal. Voilà, pour vis-à-vis de Césaire, nous avons honorer Césaire participe de ce devoir que nous a légué l'histoire. L'histoire nous a légué un devoir vis-à-vis de cet homme, et il me semble que le saluer en terre africaine avait du sens, le saluer dans la patrie de Léopold Sédar Senghor avait du sens, et de faire revenir un peu en pèlerinage sa famille, parce que n'oublions pas qu'Aimé Césaire, sa famille a vécu au Sénégal. Sa sœur, qui était juriste, a fait toute sa carrière au tribunal du Sénégal, de Dakar. Son fils aîné a accompagné la télévision sénégalaise naissante. Les gens de ma génération se souviennent de Kaléidoscope avec Jacques Césaire. Oui. Son propre frère, agrégé de médecine, a été professeur à l'université de Dakar. Donc ses nièces ont cheminé avec nous au lycée ici au Sénégal, et nous sommes restés en contact. C'est vraiment le Sénégal, leur deuxième patrie. Retour au pays ancestral. Donc c'est un retour au pays ancestral. Ouais. Il a commis le cahier d'un retour au pays natal, pensant à sa Martinique. Et nous, le mois prochain, avec beaucoup d'intellectuels sénégalais, d'amis venus de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, nous écrirons ensemble quelques pages de ce cahier d'un retour au pays ancestral. Et puis Hamidou Sall, dans un monde mondialisé, comme on dit, marqué notamment dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest par aujourd'hui la menace de l'islamisme armé, dans quelle mesure l'œuvre de Césaire peut encore être d'actualité? Césaire, il a un magnifique, dans l'œuvre de Césaire, la force de regarder demain. L'œuvre de Césaire est un viatique. L'œuvre de Césaire est un viatique. Et comme moi j'aime bien les enjeux d'étymologie, viatique, ça a un sens. C'est ce qui nous permet de faire la route, donc ce sont des provisions. L'œuvre de Césaire, Césaire nous a avertis. Il nous dit qu'il y a deux manières de se perdre. Soit par repli sur soi, ou par dilution dans l'universel. Donc cette pensée qui s'articule autour de cette voie médiane, qui fait de la différence une
complémentarité et qui fait aussi de la diversité une force de synergie. Voilà ce qui peut expliquer, puisque vous me parlez de l'islamisme. Mais regardez le cas du Sénégal. Le Sénégal est ce pays où des gens de religions différentes vivent ensemble, construisent des mosquées, des églises. Quand arrive la Pâque, partagent le ngala. Quand arrive la fête du mouton, toutes les familles sénégalaises sont à l'unisson. Et ça, je pense que c'est une particularité de notre pays, une particularité que nous devons préserver. Et le combat de la négritude participe de cela. C'est-à-dire que nous avons une place au monde, mais nous sommes différents des autres. Et pourtant, nous ne pouvons rester en marge. Le paradoxe, c'est que c'est un monde mondialisé, mais qui est fermé sur lui-même. Mais quand, par exemple, dans l'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane nous dit que l'ère des destinées singulières est révolue, cela veut dire que nous ne sommes pas seuls au monde, que nous devons être dans le monde. Donc, par-delà cette fermeture à laquelle vous faites allusion, nous avons un devoir d'enracinement et d'ouverture. Nous avons un devoir d'enracinement et d'ouverture. Aimé Césaire parlait du rendez-vous, du donner et du recevoir. Nous avons une place dans le monde. Il est vrai que l'œuvre de l'homme n'est pas finie. Quelles sont les personnalités qui seront présentes à ce rendez-vous de Dakar le mois prochain? Les héritiers intellectuels et politiques de Césaire, puisque nous aurons le maire de Fort-de-France. Vous savez, Césaire a été plus d'un demi-siècle maire de Fort-de-France. Il a été député de 1946 à 1993. Celui qui l'a remplacé à l'Assemblée nationale sera là, donc Serge Letchimy. Il y aura aussi le maire de Pointe-à-Pitre, qui est le fils de Henri Bangou, ancien compagnon d'Aimé Césaire. Il y aura aussi de grands écrivains martiniquais, de grands écrivains guadeloupéens, de grands écrivains guyanais. Mais il y aura aussi, puisque je l'ai dit, cette aventure de la négritude s'est prolongée par les Bourbons. Donc ils ont été députés et donc nous avons associé aussi l'Assemblée nationale française et il y aura pour la cérémonie de clôture M. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale française, qui aux côtés de Moustapha Niasse, dont on connaît la filiation senghorienne, pour clôturer ce moment de mémoire, ce moment où tous ensemble nous allons nous acquitter d'un devoir. Vous serez là aussi, Inch'Allah. Je serai là, Inch'Allah. Ouais. Et puis, bon, avec le peuple sénégalais, la société civile, les élèves, les étudiants, nous revisiterons l'œuvre de Césaire parce que je reste convaincu que nous pourrons poser l'acte 1 de cette post-modernité de l'œuvre césarienne. Hamidou Sall, merci. Merci. Vous êtes poète et conseiller du secrétaire général de l'OIF, le président Abdou Diouf. Voilà, c'est un hommage qui lui sera rendu le mois prochain dans le cadre du centenaire de sa naissance. Merci de nous avoir suivis ce soir. Bon week-end.